Donc, je vais présenter l'expert du jour. Je vais donc te présenter, Michel, en me permettant de paraphraser quelques lignes de ton ouvrage. Donc, enfant, tu parlais peu, donnant parfois l'impression d'écouter sans entendre ou de regarder sans voir. À partir de l'adolescence, un nouveau monde s'ouvre à toi, le sport de compétition intensif, les heures d'entraînement à côtoyer des champions de haut niveau, toujours en parfaite maîtrise, à l'entrée comme à la sortie des tatamis. La pratique du karaté a développé ton sens de l'observation et une vision minimaliste mais efficace de la communication. Ta carrière professionnelle démarre, elle, chez Dun & Bradstreet Altares, numéro 1 du renseignement commercial, consistant à diagnostiquer la santé financière des entreprises. Dans le même temps, tu deviens correspondant de presse pour le journal Le Progrès de Lyon, ce qui te permet de faire de fabuleuses rencontres. Deux passions t'animent donc, le karaté et l'information au cœur de la prise de décision, ce qui t'incite à tester tes techniques de communication dans de nombreux secteurs et auprès de profils très variés. Ce mélange subtil de la maîtrise de la langue et de la gestion du combat t'ont amené à concevoir ta propre expertise dans la suite de ta carrière au sein d'une filiale du CIC, puis de ta propre société. Conférencier expert APM depuis 2011, tu as rédigé deux ouvrages dont le titre « Les techniques de communication gagnante ». Tu y parles de tes découvertes, d'une fameuse boîte noire, d'un ascenseur et de bien d'autres choses que tu vas donc nous présenter maintenant, Michel. Merci, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être Bonjour. avec vous. Je m'approche de ma 20e année à l'APM et il me paraît normal, il est temps de vous faire découvrir les secrets de ma boîte noire, mais pas que, la vôtre également et celle des autres, parce qu'on a tous une boîte noire, j'en suis convaincu. J'ai démarré ma carrière chez Dun & Bradstreet, qui est une société d'information économique et financière. Je suis un professionnel du renseignement, et quand on est un professionnel du renseignement, on fait du questionnement, du recoupement, afin d'acquérir une certitude pour prendre une décision. Or, pour acquérir une certitude, il faut des informations fiables et donc précises. Et on s'est intéressé à la façon dont travaillaient nos collaborateurs. Donc, on était une équipe de cadres à l'époque très jeune, qui allait de 24 à 28 ans. On dirigeait tous une quinzaine de personnes. Et sous l'initiative de mon directeur de l'époque, on s'est intéressé à comment améliorer la qualité de nos rapports, parce que notre valeur ajoutée, encore aujourd'hui dans le renseignement humain, c'est l'information précise, l'information qui permet de prendre des décisions. Donc, on a commencé à écouter nos collaborateurs et comprendre qu'ils utilisaient des mots plutôt que des chiffres. Par exemple, ils vont parler d'une année difficile, d'un chiffre d'affaires en belle évolution, une petite perte, un chiffre d'affaires bien meilleur que l'année dernière. Tout ça, ce sont des mots qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Et on se rend compte dans la vie de tous les jours que beaucoup s'expriment avec des mots. On parlait d'un gros salaire, d'une famille nombreuse, par exemple, et chacun a son interprétation différente de ce que c'est qu'une famille nombreuse ou ce que c'est qu'un bon salaire. On a découvert en les écoutant des freins psychologiques de toutes sortes. Et quand j'ai eu ma propre société que j'ai dû vendre, je connaissais le management, je connaissais le renseignement, je me suis confronté à la vente et là j'ai encore découvert des freins psychologiques chez les vendeurs. C'est intéressant de voir que tout ce que nous avons observé entre nous, à partir d'une feuille blanche, sans être ni thérapeute ni scientifique, eh bien, tout le monde finalement a les mêmes freins psychologiques. Et comme on ne savait pas grand-chose sur le monde du cerveau, on a appelé ça la boîte noire, un grand fourre-tout. On ne sait pas ce qui s'y cache, mais il s'y cache des choses. Ça nous a permis de prendre un grand raccourci et de se comprendre et d'en faire également une méthode de management. Tu es en boîte noire, je suis en boîte noire, nous y reviendrons tout à l'heure. J'ai inventé des techniques, on a fait venir des personnes du marketing, on appelait ça le marketing téléphonique, mais on va dire de la communication. On écoutait ce que c'était que les techniques de base. Et moi, j'en ai fait une passion et toute ma carrière, j'ai observé, j'ai écouté et j'ai rapproché toutes les techniques qui sont souvent connues et même basiques à la boîte noire pour en faire un lien et voir ce qu'elles pouvaient générer dans la boîte noire
et ce qu'elle pouvait générer comme frein psychologique. Une chose importante, c'est que les boîtes noires communiquent entre elles. Et autre chose très importante également, c'est qu'au moins pendant 1 heure, accompagnez-moi et croyez en la boîte noire. Si vous croyez en la boîte noire, vous allez croire en tout ce qui suit. Donc lâchez vos freins, on y va ensemble avec un plan d'intervention. On va voir ce que c'est que cette boîte noire, son concept, comment repérer ces manifestations. Le poids des mots est très important. La force du silence, c'est ma technique préférée. Et puis l'extrapolation, une technique d'influence. Alors le concept, la boîte noire, c'est la définition que nous avons inventée entre nous à l'époque. En fonction de la pression des contraintes, nous sommes menacés, c'est-à-dire qu'il y a certains qui peuvent ne pas être d'accord avec ça ou ne pas se sentir menacés, à tout moment d'obéir à notre boîte noire. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est le souvenir paralysant de nos échecs. On a constaté que quand on avait connu 2-3 échecs, eh bien, on remplissait notre boîte noire avec et qu'ensuite, ça a entraîné des blocages psychologiques. J'ai découvert à l'occasion de l'écriture du livre qu'il y avait des mots savants autour de ce monde-là, comme par exemple la névrose d'échec, qui est un comportement de nature inconsciente face à une situation de compétition angoissante qui conduit le sujet à une mise en faillite de ses propres désirs. Et alors, si vous voulez apprendre des mots savants, je vous en livre 2, l'atikiphobie ou la cacarophophie. C'est encore une étape supplémentaire de personnes qui envisagent si intensément la possibilité d'un échec qu'elles refusent de prendre le risque. La boîte noire, telle que nous la voyons, nous, cadre de l'époque et encore aujourd'hui, elle est plutôt, c'est pas une névrose, elle est basée sur l'expérience passée. Elle va évoluer, ces expériences passées vont évoluer tout au long de notre vie professionnelle. Elle va se renforcer ou s'affaiblir. On constate qu'elle se manifeste par des réflexions du type pour un vendeur, le prix est trop élevé, je sais qu'il n'achètera pas. Ou pour le renseignement, je n'appelle jamais ce type d'organisme, je sais qu'ils ne répondent pas. Ce que l'on me demande est trop indiscret, donc il ne répondra pas. Je suis trop jeune, il ne m'embauchera pas. Ce sont tous ces freins psychologiques qui, à notre grande surprise, nous avons découvert auprès de nos propres collaborateurs. Cette boîte noire, elle peut naître également d'expériences non réellement vécues, c'est-à-dire qu'on se dit que par des croyances, cela va mal se passer. Regardez bien le film qui va suivre, écoutez le bruit, la qualité de l'image n'est pas fabuleuse, mais peu importe. Ce qui m'importe dans ce film, c'est que vous écoutiez la pression. Il s'agit de Michel Platini qui va tirer un penalty. J'ai rencontré Michel Platini, j'en ai discuté avec lui. Regardez la pression qu'il a sur les épaules, écoutez le bruit, et puis on en parle tout de suite derrière. Vaya cumpleaños, ¿eh? Sí. No está festejando en este momento, pero los grandes siempre aparecen. Platini! Regardez le pauvre Platini, le monde s'effondre. Il le vit vraiment très très mal. Il se passe à ce moment-là plein de choses dans sa tête. Pour les puristes ou pour ceux qui n'y connaissent rien, il s'agit de France-Brésil en 1986, finale du mondial, quart de finale du mondial. Et il est interviewé quelques temps plus tard par le journal Le Monde et il dit qu'il tire toujours le 5e penalty, mais qu'à ce moment-là, Fernandez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un autre joueur de l'équipe, qui vient lui dire « Mais moi, je tire toujours le 5e. Et quand je le tire, je le réussis. » Et Platini dit « Bon, bah, je vais tirer le 4e. » Sauf que dans la boîte noire de Platini, parce que Platini est en boîte noire, et quand j'en ai parlé avec lui, il l'a admis, je vais expliquer ce que c'était. Il est en boîte noire et il est convaincu que ceux qui tirent le 4e le ratent. Et comme il est convaincu que ceux qui tirent le 4e le ratent, il le rate. Au lieu de se préparer comme on l'a certainement formé, il gamberge et il rate son tir alors qu'il est quelqu'un de très très haut niveau. Platini est en boîte noire, donc pour faire simple,
On va dire que cette partie du cerveau qui permet d'inhiber les comportements inadaptés et donc de laisser des comportements plus subtils s'exprimer est la zone frontale, partie frontale et avant du cerveau. Il lui faut un peu de temps à cette partie, alors que là, on voit bien qu'il est pris dans la tourmente, qu'il n'a pas le temps de réfléchir, qu'il n'a pas le temps de se concentrer et qu'il gamberge. Platini aurait dû inhiber un schéma moteur, c'est-à-dire se convaincre complètement que c'est totalement stupide cette histoire de quatrième vue que l'on rate. Pour ça, il y a un mécanisme qui s'appelle la métacognition, qui permet de travailler sa connaissance sur ses propres connaissances. On appelle ça aussi la cognition sur la cognition, ou encore penser sur ses propres pensées. C'est très amusant, surtout pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, de se dire que notre cerveau parle au cerveau. On se parle à nous-mêmes pour se dire, mais finalement, tu es convaincu que tu rates le quatrième but, mais c'est complètement faux. Va te renseigner ailleurs et tu verras qu'il y a plein de gens, il y a même des statistiques qui ont été faites sur le quatrième tir. C'est totalement faux qu'on rate le quatrième tir et on peut bien comprendre pourquoi. Mais c'est ce qu'il pense. Donc, il doit travailler sur lui-même, il doit J'ai un problème de son, je suis la seule? Non, effectivement, on n'entend plus Non, Michel. on n'entend plus Michel, qu'on vient de perdre. Et donc, je ne vais pas faire, bien sûr, la présentation à sa place. Je ne sais pas si nous entend Michel. Je n'avais pas prévu d'intermède. Non, il s'est arrêté, là. Michel, ta boîte noire s'est activée, tu es devenu tout noir sur l'écran. La boîte noire existe, croyez-le. On a Il faut perdu. relancer son Teams. C'est la vengeance de la boîte noire. C'est ça, elle est découverte et du coup, elle se. Voilà. Je Il pense. relance. Bah, alors, moi, je pense qu'il a carrément disparu. Hein. Tanguy Non, il va est en train relancer, de il va relancer. parler, Synapse, non, on a perdu Michel. Ah, voilà. Vous Bonjour Michel. m'entendez? Ça y est, Très bien. Et- On t'a récupéré, au moins la voix. et le visage. Alors, j'ai un message qui indique qu'il y a des problèmes de connexion, ça vient de sortir. C'est intéressant parce que si je suis en boîte noire, eh bien, je n'oserais plus jamais faire une intervention. Je vais dire, il n'y a qu'à moi que ça arrive. J'ai pas de peau, c'est toujours comme ça dans ma vie. Et vous voyez cette phrase que j'étais en train de vous connaître, je ne sais pas du coup où j'en suis resté. Est-ce que vous avez tous entendu la métacognition? Oui, on en était la métacognition ou penser sur sa pensée. Moi, je crois beaucoup à des phrases auxquelles on se raccroche. C'est Mathieu Ricard qui m'a appris celle-ci dans un train. On était dans un train tous les deux, on revenait d'un colloque sur la méditation. Et il m'a dit vraiment, vraiment, raccrochez-vous à cette phrase, ne pas ajouter du tourment au tourment. C'est une main tendue pour éviter la colère et d'être déstabilisé. Donc j'ai eu un message comme quoi on risque, il y a des problèmes de connexion sur mon réseau. Si c'est coupé, ben, vous avez vu, c'est revenu au bout d'un moment, donc je vous demanderai un peu de patience et puis on fera avec, on s'adapte. Donc, tu nous confirmes que ce n'est pas oser le silence pour voir comment on réagit. Pas encore. Excellent. C'est quelqu'un qui a lu mon livre? Oui, oui. Alors, c'est important d'avoir une prise de conscience, identifier sa croyance. C'est une des choses les plus importantes, la prise de conscience. Quand je fais des interventions, quand je fais des colloques, beaucoup de gens viennent me voir en disant « Grâce à vous, j'ai pris conscience de… » Comme cette commissaire de police un jour qui m'a dit « J'ai pris conscience que parce que j'étais une femme, je n'osais pas diriger des hommes. Maintenant, c'est terminé. Je m'impose, j'y vais. » Vous voyez, ne pas ajouter du tourment au tourment. Regagner une vision objective de la réalité et qui permet de s'apaiser, pratiquer des visualisations positives, ça on le sait, et un entraînement, j'en ai parlé à Platini, je dirais, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que vous tiriez régulièrement le quatrième symboliquement? Il m'a dit oui, c'est, je l'ai fait d'ailleurs, pour arriver à se sortir ça de la tête. Écoutez bien maintenant ce qui va suivre, c'est très court. Il s'agit d'une interview d'Edwige Chevrillon, qui est journaliste sur BFM. Écoutez bien comme elle apporte sa question. Et ensuite, je demanderai à 2 personnes d'entre vous d'apporter son témoignage et d'analyser comment
Edwige Chevrillon à présenter sa question. Alors, Michel, en partageant ton écran, je pense que tu n'as pas partagé le son. Donc, on n'entend pas le son de l'ordinateur. Et oui, parce que tout ça est allé trop vite. Je ne vous poserai pas la question de savoir, parce que je connais la réponse, si Emmanuel Macron est celui qui porte ce vent des réformes, en tous les cas, déclaration aujourd'hui. Encore une fois, Edwige Chevrillon, ça n'est pas mon sujet. Voilà, non, mais c'est pour ça que je ne vous ai pas posé la question. En revanche, beaucoup plus sérieusement, et on va clore ce sujet français, parce qu'il y a... Alors, 2 témoignages sur le comportement de la journaliste et sa façon de poser la question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Comment vous qualifiez ce comportement? Qui veut se lancer? Abusif. Pourquoi abusif? Pas très honnête, un peu malhonnête. Pas malhonnête. Elle utilise le négatif pour faire passer un message qui devient au final positif. Enfin, pas positif. Mon sentiment, alors j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle, mais mon sentiment, c'est typiquement une personne qui est en boîte noire parce qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui n'est pas commode. D'ailleurs, vous avez vu la façon dont il répond. C'est très difficile d'interviewer une personne de ce type-là. Il faut aller le chercher. Et il a vraiment, vraiment le pouvoir de dire non. On en parle souvent du pouvoir de dire non. Lui, il l'a. Elle le sait. Et elle se met, de mon point de vue, quand on analyse ça, en boîte noire. C'est pourquoi je dis que la boîte noire, c'est aussi une méthode de management, parce que son directeur pourrait dire, il me semble que quand tu interroges le gouverneur de la Banque de France, tu es en boîte noire. Il a le droit de dire non, non, je n'étais pas en boîte noire, et il y a une discussion qui en sort pour savoir si elle l'admet, si elle en prend conscience. Et la fois d'après, elle se prépare ou elle ne veut plus l'interviewer parce qu'elle est mal à l'aise vis-à-vis de cette personne-là. Elle aurait pu poser la question différemment. Selon vous, est-ce qu'Emmanuel Macron est celui qui porte ce vent des réformes? Tout à fait neutre. Elle aurait pu également chercher un peu d'influence. Nicolas Sarkozy, hier, à votre place, nous disait qu'Emmanuel Macron est celui qui porte le vent des réformes, qui ne les porte pas. Qu'en pensez-vous? Ou alors, au lieu de dire qu'en pensez-vous, silence pour le laisser réagir. Autre technique pour influencer, c'est nos invités ont tous répondu à cette question. Ça se rapproche de ce qu'on connaît désormais un peu partout, c'est le nudge. Moi, j'utilise pas mal, notamment en vente, quand je tombe sur un prospect qui est en hésitation et je risque de le perdre parce qu'il me dit bah, écoutez, revenez me voir dans un mois, je vais réfléchir. Déjà, un mois, c'est long. Mes concurrents risquent de passer entre-temps, ils risquent de changer d'avis. Et je lui dis vous savez, 80% de mes clients démarrent par un contrat de 5 000 euros. Et là, ça fait son chemin auprès de la boîte noire et il se dit inconsciemment, ça va très très vite. Ah ben oui, 5 000 euros, c'est possible. Et comme ça, on arrive à signer des contrats en première visite. C'est d'une puissance très, très intéressante et très étonnante. Alors, je continue à avancer dans le plan. Maintenant, c'est comment repérer ces manifestations de chez nous, chez les... J'ai l'impression qu'on vient de reperdre Michel. Il y a des problèmes de connexion apparemment. Tout à fait. Je crois qu'à nouveau, on n'a plus le son, on l'a perdu. Tout à fait. Peut-être il faudrait se mettre en 4G hein, plutôt que sur son réseau. Alors, il est où? Il est reparti en boîte noire. Là, c'est pas sympa parce qu'on va renforcer sa croyance de la boîte noire. Voilà, le sort semble s'acharner, d'autant que je pense qu'on rentre là précisément dans la partie extrêmement précieuse de l'expertise de Michel. Et donc, les pépites, bien sûr, il les a gardées en réserve et elles arrivent. Il est revenu. Donc, il va commencer à nous partager
voilà, les secrets de méthode de détection de boîte noire, puisque c'est facile à dire, entre guillemets, je suis en boîte noire, je ne suis pas en boîte noire, mais concrètement, comment on fait? Et il va nous proposer des indices extrêmement simples, je dirais, simplistes, mais pour avoir testé, ça fonctionne assez bien. Et donc, Michel, peux-tu nous donner tes trucs pour faire comment on repère les gens qui sont en boîte noire, chez nous et chez les autres? Voilà, alors merci on s'adapte, hein, comme dans un certain film avec un traiteur que vous connaissez tous. On s'adapte, c'était pas prévu, mais on va pas en faire un drame, sinon on fait une boîte noire comme je vous l'ai expliqué. Alors la première chose, c'est l'imparfait. L'imparfait, c'est là encore quelque chose de très étonnant parce qu'on n'a jamais appris à l'école, je n'ai pas de souvenir qu'un professeur m'ait appris à parler à l'imparfait. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui parlent à l'imparfait. Il y a des personnes qui se mettent à parler à l'imparfait que dans certaines circonstances. Vous connaissez tous chez le traiteur ou chez le charcutier ou sur le marché. Qu'est-ce qu'il lui fallait ce matin à la petite dame? Ou alors quand vous appelez quelqu'un, bonjour, je souhaite parler au directeur, c'était de la part de qui? Pire, dans mon métier, vous appelez un banquier, je désirais savoir si les engagements étaient tenus. Oui, les engagements étaient tenus, mais aujourd'hui ils ne le sont pas, seulement il ne vous le dit pas parce que si on prend mot avec votre imparfait. Donc cet imparfait est quelque chose qu'il faut combattre, c'est une vraie question à se poser. Pourquoi je parle à l'imparfait? Pourquoi mes collaborateurs parlent à l'imparfait? Une collaboratrice. Je voulais savoir si je pouvais vous parler, je venais passer l'aspirateur. Et plus on va avancer dans cette intervention, plus vous allez voir que je vous conseille de remplacer certaines affirmations de ce type-là par des questions. Par exemple, est-ce que je peux passer l'aspirateur? Et si vous voulez commencer à passer au-dessus de la boîte noire, parlez au présent. Est-ce que je peux passer l'aspirateur? Est-ce que je peux parler à Monsieur Besson, s'il vous plaît? Passez-moi le directeur et ne plus jamais utiliser l'imparfait. J'ai une petite question. Est-ce que ces manifestations, elles existent dans d'autres langues aussi ou enfin, elles ont été constatées moi, je travaille beaucoup en anglais. Je ne sais pas si ce serait la même Moi, je suis chose. incapable de le dire parce que j'ai qu'un anglais de survie et ma fille qui parle anglais, allemand, espagnol et qui était la responsable du service international de ma société me disait que oui, mais c'est moins flagrant parce que vous voyez, tout ce qu'on a travaillé, il y a des expressions qui sont bien françaises. Là, par exemple, je vais vous parler des modalisateurs. Par exemple, l'imparfait, je suis incapable de vous dire si c'est quelque chose que l'on retrouve à l'international. Mais faites-y attention désormais quand vous parlerez à une autre langue, c'est possible, pourquoi pas. Les modélisateurs, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que on va passer dans la boîte noire. Je vous ai dit que toutes les boîtes noires parlent entre elles. On ne sait pas ce qu'elle interprète, notre propre boîte noire. Donc, si on parle, il me semble que, je pense que, je crois que, on a le droit de se demander, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Et nous-mêmes, pourquoi je parle comme ça? Est-ce que je suis conscient que je parle sans vraiment m'imposer et me distinguer? La boîte noire interprète ce qu'elle veut. Il y a encore eu un article dans le Figaro dimanche qui titrait « Pourquoi les tics de langage nous irritent ?» Et la journaliste dit clairement qu'on peut cheminer en se disant « je m'accroche plus qu'aux pollutions de langage et je n'écoute plus le fond ». Je vous ai mis un petit peu en jaune parce que récemment, j'ai une personne qui m'appelle, qui a lu mon livre que je ne connais pas, c'est un cadre de haut niveau d'une banque, et elle me dit « J'aimerais bien que vous m'accompagniez parce que je dois faire l'objet d'une promotion importante et je suis toujours en conflit avec ma hiérarchie. » Je dis, moi, je ne pourrais pas travailler sur votre hiérarchie, donc je vais travailler sur vous. Elle me dit, oui, oui, mais je suis toujours en conflit avec mon directeur. Je dis, si vous pouvez, trouvez-moi une vidéo de votre directeur. Et elle me dit, j'en ai pas trouvé. Elle revient vers moi, tout ça se passe en visio. Elle me dit, je n'en ai pas trouvé, mais je l'ai enregistré à son insu. Bon. Je dis, faites-moi écouter. Et au bout d'une minute, je dis, on arrête, c'est bon. C'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps rassuré, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le doute. Elle me dit, mais oui, effectivement, il faut tout le temps le rassurer, il faut tout le temps le convaincre, il faut lui raconter les choses plusieurs fois. Mais comment vous avez deviné? Je dis, j'ai deviné parce que en une minute, il a dit 5 fois un petit peu. C'est pas normal de dire 5 fois un petit peu. C'est dans sa boîte noire, quelque part, il minimise tout, il est dans le doute. Récemment, j'ai encore dit à un journaliste de TF1 que 5 fois, pratiquement, c'est même dans chaque phrase, il dit effectivement.
Ça, c'est une pollution de langage qu'on retrouve régulièrement chez les journalistes sportifs. Eh bien, effectivement. On pourrait dire, mais c'est pas grave. Si, parce que quelque part, vous êtes en train de dire des mots que vous n'avez pas prévu de dire, qui viennent s'ajouter. Et il ne faut pas confondre la pollution de langage avec ce qui est une manifestation de la boîte noire, comme un petit peu, c'est une manifestation de la boîte noire, alors qu'effectivement, c'est une pollution de langage. Le risque, c'est qu'à un moment donné, la personne en face de vous n'écoute plus le fond, elle se raccroche à la pollution de langage. Une des pires que je connaisse, la des plus récentes, c'est truc machin. Truc machin qui vient en fin de phrase et qui, finalement, vous laisse l'interprétation. Ça donne l'image d'un vocabulaire pauvre et vous laisse interpréter ce que vous dire la personne à travers truc machin. C'est très dangereux puisque la boîte noire de l'autre interprète ce qu'elle veut. Il y a des expressions qui dévalorisent notre démarche, comme je m'excuse de vous déranger, qui n'est pas français, parce qu'on est en train de dire je excuse-moi de déranger vous, alors que ce qu'on veut, c'est excusez-moi de vous déranger. Mais si vous êtes en train de dire ça, la question qu'il faut se poser, et c'est très intéressant en management, si vous avez quelqu'un qui fait du renseignement, qui veut faire du renseignement, et qui commence toutes ses phrases par je m'excuse de vous déranger, est-ce qu'elle est vraiment faite pour ce métier? Quand on fait un métier de renseignement, on ne doit pas déranger, on pose des questions et c'est normal. C'est sans engagement, un petit rendez-vous. Alors si vous cumulez tout, ça donne je voulais un petit rendez-vous sans vous déranger. Là, vous venez de me poser une petite question, vous allez avoir une petite réponse. Ce n'est pas la question qui est indiscrète, c'est la réponse. Ça, c'est très important. J'adore me raccrocher à ce type de phrase pour passer outre le blocage psychologique de la boîte noire. Ce n'est pas la question qui est indiscrète, c'est la réponse. Si c'est la réponse qui est indiscrète, on peut poser des questions et on laisse l'autre libre de sa réponse. D'autres manifestations de la boîte noire, c'est le commercial qui parle. Acceptez-vous, alors plus souvent il peut dire accepteriez-vous, un rendez-vous pour le 13 avril? Non. Ah, vous ne voulez vraiment pas? Non. Testez-le quand on vous appelle au téléphone, c'est flagrant. Ils n'ont pas d'argument quand quelqu'un dit non. Et si le chef dit alors tu as passé, tu vas lui vendre cette bagnole? Non, 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 non. Et tu as insisté? Oui, j'ai insisté. Dans sa boîte noire, le simple fait de dire ah, vous ne voulez vraiment pas, qui n'apporte rien, c'est pas comme ça qu'on insiste, c'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre. Et lui, il est convaincu dans sa boîte noire qu'il a insisté, qu'il ne pouvait pas en faire plus. Les mots qui véhiculent une image négative, vous voyez que je suis en train petit à petit de prendre un entonnoir et que j'élimine du vocabulaire comme ennui, problème, incident, crainte. J'ai un problème, je ne parviens pas à obtenir une bonne liaison Internet. Ben, le mot problème va cheminer dans la boîte noire et on s'est convaincus, nous tous, que ce n'était pas une bonne instauration d'un climat. Il vaut mieux dire comment faire pour parvenir à relancer Internet et éviter ces mots qui vont dans la boîte noire des autres. Michel, il y avait deux questions. En fait, les questions sont relatives finalement à des mots qu'on est susceptible d'utiliser tout le temps. J'ai deux mots dont les participants voulaient savoir s'ils faisaient partie de la boîte noire. Quelque part, et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Au jour d'aujourd'hui, c'est très souvent une pollution de langage. Et quelque part, c'est très souvent une pollution de langage. C'est-à-dire que ça vient au jour d'aujourd'hui, c'est en début de phrase. On peut se poser la question de pourquoi on dit ça. Et quelque part, c'est aussi une pollution de langage de mon point de vue. Il ne faut pas tout mettre dans la pollution de langage parce que ce sont des mots qui ont été inventés pour servir. Mais très souvent, oui, ce sont des pollutions de langage. Merci pour ta réponse. Et donc, la suite de la boîte noire. Oui, avec le poids des mots. Ça, j'adore le commenter parce que c'est marrant, mais vous allez vite vous reconnaître ou reconnaître la vie de tous les jours. Tu es bien habillé aujourd'hui. Je travaille, moi. Oh chérie, tu m'offres des fleurs? Tu as quelque chose à me demander? Tu sens bon pour une fois. Cette fois, c'est une proposition pertinente. Tout ce que je vous ai mis en jaune, c'est en trop. Préféré, c'est une proposition pertinente. Merci. Ça, c'est une façon de manager. C'est quelque part très maladroit parce que ça va faire son chemin. Il y a un cheminement de pensée qui va se faire et quand on fait un cheminement de pensée, j'ai lu dans mes bouquins que c'est des milliers de connexions qui se font. Pendant que la personne est en cheminement de pensée, pourquoi il me dit aujourd'hui, ça veut dire que je ne suis pas bien habillé les autres fois ou ça veut dire que les autres fois je sens mauvais et pendant ce temps, il chemine et il n'est plus en train de vous écouter, il n'est plus sur le fond. Mais pire encore, s'il a le malheur de vous dire ah bon, parce que je ne sens pas bon d'habitude,
et ben ça y est, ça peut partir sur quelque chose qu'on ne maîtrise plus et qui nous dépasse, et ça peut partir au conflit. Autre façon d'être moins précis, c'est chérie, on part en vacances à la montagne cet été? Pourquoi pas? 3 mois avant, 1 mois avant, chérie, bon, ben, j'ai réservé à la montagne, mais j'ai jamais dit que je voulais aller à la montagne. Si, tu m'avais dit oui. La boîte noire, parce que ça l'arrange, a traduit pourquoi pas en oui. D'où l'intérêt de dire oui ou non et de ne jamais dire pourquoi pas, faut voir, c'est pas mauvais. Si c'est bon, dites que c'est bon, ne dites pas c'est pas mauvais. Si c'est bon, c'est bon, il n'y a aucune raison de ne pas dire que c'est bon. C'est une incapacité à s'imposer, à décider, et c'est une source d'incompréhension et de conflit. Oh merde. Préférez encore, je suis certain que, je suis convaincu que, je suis persuadé que. Allô, bonjour, je souhaite parler à M. Besson. Il n'est pas là aujourd'hui. Et vous êtes? Je suis son assistante. Je suis persuadé que vous allez pouvoir me répondre. Essayez de ressentir avec votre boîte noire ce que ça peut donner dans la boîte noire de l'autre. Ben, ça appelle quelque chose comme si je peux vous rendre service, oui, avec plaisir. Oui, pourquoi pas, allez-y. Si quelqu'un qui grabote là actuellement peut fermer son micro. Voilà, c'est fait. Merci. Le oui de complaisance, je pense que c'est quelque chose que j'ai inventé à la suite d'un salon où on m'avait demandé de participer, où pendant 2 jours, il y a eu pratiquement 150 personnes interrogées sur un produit d'une start-up et tout le monde disait oui, oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Et quand les personnes ont été relancées pendant 3 mois, il y a eu 0 vente. Le oui de complaisance, c'est quelque chose de terrible. Et comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis aujourd'hui va dans les 2 sens. Je parle à une boîte noire et ma boîte noire parle à ma place. Donc, quand quelqu'un vous dit oui, oui, ça m'intéresse, vérifiez et n'hésitez pas à poser des questions, puisqu'on a vu que ce n'est pas la question qui est indiscrète. Si vous dites oui, oui, ça m'intéresse, et vous serez l'utilisateur? Non. Et vous serez le décideur? Non. Qui est le décideur? C'est monsieur Untel. Puis-je l'appeler de votre part? Oui, bien sûr. Avez-vous sa ligne directe? Il faut être capable de ne pas perdre son temps en prenant là encore un entonnoir et valider que la personne qui dit ça m'intéresse, c'est un oui de complaisance, est vraiment intéressé et a vraiment la capacité à acheter. Et vous aurez le budget cette année? Oui, j'aurai le budget. Non, je n'aurai pas le budget. Est-ce qu'il est préférable que je vous appelle en 2023? Oui, oui, tout à fait. On a intérêt à être précis et à oser poser des questions pour, encore une fois, gagner du temps et éviter les malentendus. Ça, c'est une des choses, la question-réponse la plus difficile. On peut difficilement s'empêcher de poser une question et de donner la réponse. Vous avez rencontré des difficultés en 2021? Ah oui, oui, tout à fait. C'est à cause du Covid? Oui, c'est ça. Et vous allez marquer dans un rapport à votre client, l'entreprise est en difficulté, c'est à cause du Covid. Aucune valeur ajoutée, aucun intérêt. Alors, cette voiture, vous me la prenez? Non, non. Pourquoi? Elle est trop chère? Oui. Monsieur le banquier, vous acceptez de me donner des renseignements sur l'entreprise de monsieur Besson? Non. Pourquoi? C'est indiscret? Oui. Ce sont vraiment des manifestations de la boîte noire qui, à un moment donné, le vendeur ou l'enquêteur est convaincu que ce qu'il fait, c'est mal. À chaque fois qu'il vend une bagnole, on lui dit qu'elle est trop chère. Et à un moment donné, il a du mal à vendre des bagnoles et ce n'est pas de sa faute. Il ne se remet pas en cause alors que ses collègues en vendent. Mais c'est à cause du prix, il en est convaincu. On continue sur le plan, et là on en arrive à ma technique préférée, qui est le silence. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Le silence, c'est une demi-journée entière, je pourrais en parler. C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a rien fait de mieux en matière de renseignement. C'est une vraie belle façon, par exemple, d'obtenir une réponse à une question qu'on n'a pas posée. On pose une première question, on laisse la personne parler et ensuite on se tait et elle va meubler, meubler, meubler jusqu'au moment où vous obtenez le scoop du journaliste ou le scoop du professionnel du renseignement. C'est quelque chose d'extraordinaire également en prospection. En prospection, régulièrement, quand je suis en vis-à-vis ou quand je vais dans un colloque, je sacrifie une soirée ou un déjeuner pour faire de la prospection. Généralement, je laisse tout le monde aller voir, par exemple, le conférencier. Et moi, je m'abstiens dans l'espoir qu'on me le présente ou que ce soit lui qui vienne. Et dans sa boîte noire, si c'est lui qui vient, c'est complètement différent que si c'est moi qui vais le voir et qui suis un vendeur de plus, autrement dit, dans sa boîte noire, un enquiquineur de plus, qui va vouloir vendre sa sauce. Je l'ai encore fait récemment.
J'ai attendu. C'était un membre de l'APM, justement, qui dit « Vous connaissez Michel Besson ?» « Non, non. Ah ben, je vais vous le présenter. » Et il vient, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ben, « Je fais de l'information économique et financière. » « Ça m'intéresse, venez me voir. » Je suis allé le voir et j'ai signé un contrat. Ça va vite parce que la boîte noire est convaincue que vous n'avez pas démarché. Et ça facilite les choses. Je passe, vous me poserez des questions si vous voulez, parce que je peux y passer des heures. C'est une vraie passion et je ne suis pas le seul d'ailleurs. J'ai Andy Warhol, par exemple, qui disait l'idée des choses qu'il a écrites, c'est très intéressant. Il dit, moi, je ne parle jamais de mes toiles, je laisse les autres en parler. Quand on me pose des questions, je ne réponds pas. J'essaye de me faire discret. Les autres en parlent. Plus ils en parlent, plus je vends des toiles. Alors, je vous ai mis en jaune Andy Warhol, ça c'est moi qui l'ai rajouté, que tout le monde connaît. Ça aussi, pour moi, c'est une forme de maladresse. Je vais vous parler de ce livre que vous avez forcément lu. Ces personnes de l'histoire que vous connaissez forcément. Non, on ne connaît pas forcément. Et la boîte noire, là encore, risque de cheminer en disant « mais pour qui il se prend? Pourquoi je connaîtrais forcément Andy Warhol ?» Ce sont toutes des expressions qu'il faut s'efforcer de ne pas dire pour ne pas créer du malaise et créer des malentendus. Alors, on va réduire son vocabulaire. On va privilégier des questions. Chaque fois que vous êtes en posture délicate, que vous êtes mal à l'aise, n'hésitez pas à poser uniquement des questions et vous pouvez tout faire pratiquement avec deux mots, c'est pourquoi et c'est-à-dire. Ou alors, reprendre le dernier mot, cette année on va faire une perte. Une perte? Cette année on va faire une perte. C'est-à-dire? Et ça suffit. Et là, vous appuyez sur le silence, vous faites un silence et vous attendez que la personne vous dise tout le reste. Vous voyez, hein, là je me mets à la place de quelqu'un qui va en recrutement et la personne lui dit « je ne pourrai pas vous recruter ». Donc comme le commercial tout à l'heure, vous ne pourrez pas me recruter et il a l'impression d'insister. Non, préférez, vous ne pouvez pas me recruter. Non, pourquoi? Vous n'avez pas votre permis. Je m'engage à le passer en accéléré en 1 semaine car je souhaite travailler dans votre entreprise. Ça, c'est du positif. Et quand vous posez la question pourquoi, vous êtes dans l'écoute, vous vous intéressez à ce que l'autre vous dit, et vous travaillez sur ce que l'autre vous dit et non pas sur ce que votre boîte noire est en train de vous dicter. Le silence et l'extrapolation sont des curiosités pour moi, mais l'extrapolation est vraiment une belle curiosité parce que c'est là encore quelque chose de très difficile à travailler. L'idée, ce serait d'être toujours en encéphalogramme plat et de ne jamais extrapoler, de focaliser sur les mots et éviter, par exemple, il n'y a pas de fumée sans feu, ça je l'exclus complètement, je suis contre ça. Si je m'appuie sur ce genre de phrase, il n'y a pas de fumée sans feu, il faut que je change de métier. Dès qu'il y a une rumeur sur un dirigeant d'entreprise et qu'ensuite je n'ai pas réussi à la valider par mon métier, je dis mais de toute façon il n'y a pas de fumée sans feu, il faut que je change de métier. Moi, mon métier, c'est d'arriver à valider qu'il n'y a rien qui montre que la rumeur est fondée, ou au contraire, démontrer que la rumeur est fondée. Ça, c'est du renseignement, ça, c'est du journalisme. Il y a autre chose aussi qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on dit c'est la première impression qui compte. Méfiez-vous avec les experts, ne vous fiez pas à la première impression qui compte, parce que tout de suite après, on peut dire cette personne gagne à être connue. Moi, je préfère 100 fois ne pas me baser sur la première impression, parce qu'elle ne compte pas, et pour toute personne me dire certainement cette personne mérite, gagne à être connue. Quelque chose qui me vaut des tas de discussions avec pas mal de gens, il faut bien que je me fasse comprendre, c'est d'exclure le non-verbal, parce que pour moi c'est une affaire de spécialiste. Je ne dis pas que le non-verbal n'est pas important quand on fait de l'intervention en public. Bien évidemment, on peut entraîner les gens avec du non-verbal en étant dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est que la boîte noire interprète le non-verbal alors que la plupart d'entre nous ne sommes pas des spécialistes de l'interprétation du non-verbal. Et ça va amener chez nous et chez les autres des blocages psychologiques. Je suis en train de vendre une voiture et je vois que la personne, apparemment, c'est ce que j'ai dans ma boîte noire, parce que je l'ai appris, je ne sais où, je l'ai peut-être même jamais appris, mais je me suis appris tout seul. Elle est en train de croiser les bras, donc elle se ferme, donc elle n'achètera pas la voiture, donc je ne propose pas. Je retourne au bureau, le patron me dit « Alors, cette voiture, ça fait 3 mois que tu es dessus, tu l'as vendue ?» Non, 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 pourquoi? J'ai bien vu que ce n'était pas le moment.
avec pourquoi et des questions. Je vais lui dire, alors cette voiture, elle vous intéresse? Non. Pourquoi? Et j'écoute ce qu'il a à me dire et je construis sur ce qu'il a à me dire et non pas sur le non-verbal. Ce non-verbal, en plus, si je cherche à l'interpréter, eh bien, à nouveau, il y a un détournement d'attention, un cheminement d'idées. Et pendant qu'il y a ce cheminement d'idées, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de focalisation sur le fond. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Dans le renseignement, ce qui est important, c'est ce qu'il est en train de me dire. Tanguy en a parlé tout à l'heure, là nous sommes dans un ascenseur, et dans un ascenseur on adopte une attitude stéréotypée, c'est-à-dire que tout le monde adopte même, ou tout le monde est menacé d'adopter ce comportement-là, et se sentir pourquoi pas soulagé quand on arrive en haut, on regarde les petits boutons, on regarde ses chaussures, maintenant il y a le téléphone portable, on peut regarder le téléphone portable, et ça nous sauve, on se sent mal à l'aise. En plus de la boîte noire, nous avons inventé cette terminologie de l'ascenseur. Et on a constaté qu'à chaque fois qu'on mettait quelqu'un dans un ascenseur, dans une situation de contrainte, elle risquait de perdre de l'efficacité et on estime qu'elle perd 30 à 40% d'efficacité. Et quelle que soit la personne, j'imagine un Sarkozy qui doit être interviewé le lendemain matin par Jean-Jacques Bourdin, eh bien, il y a de fortes chances, oui, je viens de dire eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il se dise il va me questionner encore sur le prix du croissant, sur quoi il va me questionner, sur quoi il va me piéger, sa boîte noire se met en route, il est en train de se mettre tout seul dans un ascenseur, et dans un ascenseur, sa boîte noire se met en route, et il va perdre de l'efficacité le lendemain, d'abord parce qu'il aura mal dormi, et parce qu'il sera sur la défensive ou détendu. Platini doit tirer un penalty, on a vu en fonction, et vous avez vu le bruit qu'il y avait, il est en train de se mettre dans un ascenseur, et dès qu'il se met dans un ascenseur, la boîte noire se met en route, et elle se met en route sur quelque chose de stupide, c'est qu'on rate le 4e but. J'adore cette définition, je ne l'ai jamais remise en cause en près de 40 ans. Tout individu plongé dans une situation de contrainte est menacé, ça veut dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'adopter certains comportements stéréotypés liés à cette situation et non à cette personnalité propre d'individu. Nous, on l'a traduit par une perte d'efficacité incroyable qu'on a mesurée au doigt mouillé, mais on l'a mesuré à 30 ou 40% en estimation, en se mettant tous d'accord sur l'impact que ça pouvait avoir. Enfin, nous arrivons vers une dernière partie pour respecter l'horaire, qui sont les techniques d'influence. Ces techniques d'influence, on en a en permanence, des influences sur nous, des influences qu'on se crée, des influences qu'on impose à nos collaborateurs, des influences qu'on s'impose tout seul, des influences que nous imposent nos clients, par exemple. Là, je vous ai cité une série d'influences que vous imposent des gens en disant « Vous savez que je suis le plus gros client de votre société, je joue au golf avec votre patron. » Ah oui, oui, c'est bien. Je connais très bien le président de la République. Je travaille avec votre concurrent et il ne me cache rien. Je suis l'homme le plus riche du Maroc. Ça, c'est du vécu. Je suis un jour arrivé dans un bureau avec une réunion à la COFAS et la personne qui était là tout de suite m'a dit « Je suis l'homme le plus riche du Maroc. » Et dans ma tête, tout de suite, à moi-même, pour ne pas me laisser influencer, je me dis « Et alors ?» Après tout, je suis là pour une bonne raison. Travaillons sur cette bonne raison. L'idée, c'est de gérer une situation et non pas un individu. L'individu m'importe peu, c'est pourquoi je suis là, pourquoi on m'a demandé de venir, qu'est-ce qu'on attend de moi, et je gère une situation. Mais bien sûr, vous êtes responsable, vous êtes patron. Si en plus vous dites à un de vos collaborateurs, attention Jacques, tu vas aller voir le client Tartampion, je te rappelle que c'est notre plus gros client. Et là, vous êtes en train de le faire entrer dans un ascenseur et vous êtes en train de lui mettre une pression, une contrainte dont il se serait bien passé. Donc, comme je vous l'ai dit, gérer plutôt une situation et non un individu. Ramener le discours au fait réel permet de donner à votre interlocuteur l'occasion de préciser son propos. Et vous-même, le ramener dans un cadre en disant « j'ai bien compris, revenons à ce qui nous intéresse ». Autrement dit, quelque part, que vous soyez le plus gros client, j'en suis conscient, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Le type de bureau, la superficie de la salle de réunion, la présence d'une assistante, la voiture, la facilité d'absence, c'est-à-dire quelqu'un qui peut s'absenter facilement, ben c'est forcément quelqu'un d'important. Tout ça, on le met de côté, tout ça, on ne rentre pas dans sa boîte noire. J'ai eu l'occasion de piéger Gorbatchev
et je termine souvent mes conférences là-dessus, aucune boîte noire vis-à-vis de Gorbatchev. Je n'ai pas considéré que c'était quelqu'un de puissant. En revanche, je me suis préparé pour ne pas venir vers lui comme un lambda, comme un enquiquineur de plus. Cette alternative, c'est une technique d'influence qui est très intéressante, qui est très connue des commerciaux. Les commerciaux qui vont vous dire, vous préférez que je vienne vous voir mardi ou mercredi? Moi, je la vois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaie de relier toutes ces techniques à la boîte noire. Me dire, mais comment on peut faire finalement pour passer outre nos propres boîtes noires? Si j'ose pas demander à quelqu'un de prendre un rendez-vous, eh bien, pour passer la boîte noire, je vais lui dire, est-ce que vous préférez le mardi ou le mercredi? C'est une bonne façon de poser sa question. Cette alternative, elle canalise, elle guide, et elle vous permet d'aller au-dessus de vos blocages psychologiques. Il y a quelqu'un, un expert de l'APM, qui m'avait dit un jour, alors qu'il avait une réussite totale sur une de ses pièces de théâtre, il m'a dit, moi, ma prochaine pièce de théâtre, je n'ose pas poser la question à un acteur, et donc je ne sais pas comment faire pour savoir s'il acceptera de la jouer. Je dis, mais pourquoi tu n'oses pas lui poser la question? J'ai tellement peur qu'il me dise non. Et tant que tu ne lui auras pas posé la question, tu ne sauras pas la réponse. Absolument. Il dit, est-ce que tu as une technique? Oui, j'ai une technique, c'est l'alternative. Admettons que ce soit Gérard Depardieu. Au lieu de dire Gérard, avec toutes les influences de la boîte noire qui peut se traduire par Gérard, je sais que tu es quelqu'un de très occupé, je sais que tu es un grand acteur, j'aimerais bien, vraiment, ça me ferait plaisir. La prochaine fois, j'exagère un peu le trait, mais c'est pour vous dire ce que c'est qu'une manifestation de la boîte noire. Est-ce que tu accepterais éventuellement, si c'est pas trop de te demander, de jouer dans la prochaine pièce? Vous voyez que c'est vraiment pas une bonne instauration d'un climat positif. Alors que si on lui dit, Gérard, oui, ma prochaine pièce, tu préfères la jouer au théâtre A ou tu préfères la jouer au théâtre B? Déjà, vous, ça vous permet de passer outre cette première question qui vous est difficile. Et dans la boîte noire de Gérard, parce que Gérard a une boîte noire, Gorbatchev a une boîte noire, vous êtes en train de lui dire que c'est acquis, qu'il ne peut pas faire autrement que la jouer, cette pièce. Et c'est une technique d'influence très forte. En synthèse, je vous préconise de parler moins vite, de conscientiser ce que vous dites, de vous débarrasser des mots en trop et de trop, qui entraînent des cheminements de pensée souvent négatives, de repérer les pollutions de langage chez vous, faites-le même avec votre conjoint, votre conjointe, travaillez là-dessus, posez-vous la question, est-ce que c'est une pollution de langage ou est-ce que c'est une manifestation de ma boîte noire? Si c'est une manifestation de ma boîte noire, si je dis tout le temps un petit peu, pourquoi je dis tout le temps un petit peu? Est-ce que ça traduit un caractère? Est-ce que je dis un petit peu uniquement quand je suis dans une situation de contrainte? Quelles sont les situations de contrainte? Est-ce que je peux les identifier? Quand est-ce que je me mets dans un ascenseur? Quand est-ce que je mets ma famille dans un ascenseur? Quand est-ce que je mets mes conjoints dans un ascenseur? Est-ce que je peux repérer tout ça? Imposez-vous en parlant au présent, affirmez-vous sans complaisance, soyez précis, des chiffres plutôt que des mots. Fonctionnez avec un encéphalogramme plat, évitez le plus possible l'extrapolation, ne subissez pas les influences. Raccrochez-vous à des phrases et activez dans votre boîte noire ces phrases en disant « je refuse à partir de maintenant d'ajouter du tourment au tourment, c'est terminé ». J'écoute et je m'intéresse aux mots plutôt que, par exemple, à du non-verbal ou à des systèmes de pression. Je vous laisse à vos remarques. Merci Michel. Si j'active ma boîte noire et avec tout ce que tu viens de nous dire, je pense que plus personne ne va oser poser de petites questions, tu vois, qui était l'essence même de ton exposé. Alors, moi, j'aurais pratiquement une première question à nos participants. Est-ce que vous croyez à la boîte noire? Alors, on peut réagir en levant sa main, par exemple. Donc, dans notre assemblée, ceux qui croient à la boîte noire maintenant, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Est-ce qu'on va avoir quelques candidats à l'écran, mais en fait, vous avez une possibilité de réagir sur votre ordinateur, ce qui permet de réagir aux gens qui n'ont pas activé leur... voilà. Ah, bah, écoute, Michel, on a fait tu as fait des adeptes. Hein.
Donc, tout le monde n'est pas encore complètement convaincu, mais je pense que… Ouais. Alors, Michel, là, on est pas mal. Hein. On a déjà la moitié des participants qui sont convaincus de la boîte noire. Je pense que maintenant, merci à vous. Maintenant, peut-être qu'en posant des questions, finalement, si certains n'y croient pas, du coup, vous avez sûrement des questions à poser. Moi, j'avais la première qui est, donc comme Platini, la plus difficile. Est-ce que finalement, cette façon de s'exprimer ne peut pas être perçue comme, ou pourrait être perçue comme de l'impolitesse? Bon, je suis catégorique là-dessus. C'est absolument pas de la politesse. Tout ce qu'on pense, c'est se distinguer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait du mimétisme, parce que pour moi, l'imparfait, par exemple, de politesse, c'est du mimétisme. On m'a jamais appris à parler à l'imparfait, soi-disant pour atténuer quoi que ce soit. Je peux vous garantir que je me démarque en m'imposant par le présent et que jamais quelqu'un en 40 ans m'a dit « Monsieur, vous êtes impoli, monsieur ». En revanche, j'ai entendu souvent dire « Vous n'êtes pas comme les autres, j'ai envie de travailler avec vous parce que vous inspirez confiance ». Le nombre de fois où j'ai des patrons qui m'ont appelé en me disant « J'ai envie de travailler avec vous parce que vous m'inspirez confiance et parce que vous êtes calme », ça c'est étonnant d'entendre dire ça. Et je ne sais pas si, comme j'ai été censuré au moment où je finissais, j'étais censuré par la technique et j'étais en train de vous dire, et là je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'étais en train de vous dire apprendre à se taire ne veut pas dire se taire. J'étais en train de vous dire que le silence, ce n'est pas quelque chose de naturel. Si intellectuellement vous avez compris que le silence c'est quelque chose d'important et que vous pensez pouvoir vous en servir le moment venu, de mon expérience, c'est faux. Parce que ce n'est pas naturel. Donc il faut le prendre comme une technique et se servir d'une technique. Pour se servir d'une technique, il faut le travailler le moment venu. Et si on travaille en anticipation du moment venu, là on va être très fort, on va être capable de faire parler quelqu'un parce qu'on a prévu de se taire. Mais en aucun cas, se taire, apprendre à se taire veut dire se taire, parce que là, ça peut effectivement passer pour quelqu'un qui est malpoli ou un goujat. Oui, Laure, mets ton micro en route, s'il te plaît, Laure. Oui, Michel, moi j'ai une question. Je me disais que si on le fait consciemment, parce que moi ça m'arrive par exemple sur des mails, pour ne pas être trop direct et pour mettre les formes, d'ajouter en effet de l'imparfait ou des adverbes ou des petites choses comme ça pour le rendre, pour mettre les formes, ce que j'appelle mettre les formes vraiment. En me disant, ça passera mieux, ça sera moins direct. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que déjà, si tu le fais en écrivant, c'est que tu le fais consciemment. Ça me plaît beaucoup, parce que c'est pas de la boîte noire, c'est que tu as choisi de le faire, parce que ça te plaît bien. Maintenant, moi, je vais te dire que je préfère ne pas le faire pour pas être comme la plupart des gens, pour pas ressembler aux autres, pour être original, pour me distinguer, pour être direct et pour aller au plus vite, taper dans la boîte noire de l'autre, me distinguer. Si tout le monde se met à parler à l'imparfait en passant à faire de la politesse, et que moi j'arrive en étant très direct, je me distingue des autres. C'est ça ma grande idée. J'ai beaucoup développé d'autres idées autour sur le fait d'être original. Tout à l'heure, je parlais de l'ascenseur. C'est une d'autres de mes techniques favorites. Je parle pratiquement jamais du 100% parce que le 100% n'existe pas. C'est trop facile de dire ça, c'est à 100%. C'est pas vrai, je n'y crois pas. C'est pour ça que je te laisse tester. Teste ton imparfait, teste sans ton imparfait, et puis tu verras bien ce qui se passe et tu te feras ta propre opinion. En tout cas, il y a une chose qui est pratiquement, qui est du 100%, c'est la seule fois où vous m'entendrez dire c'est du 100%, c'est que si vous êtes dans un ascenseur, personne ne se parle, l'ascenseur tombe en panne, tout le monde se parle, c'est obligé. Ça s'appelle créer un incident. Pour créer un incident, à chaque fois que vous créez un incident, vous créez de la communication. Mais pour créer un incident, il faut être original. Si par exemple vous arrivez voir un prospect et vous lui dites, vous voyez une affiche avec un bateau, et vous lui dites « Ah, vous aimez le bateau ?» et il vous dit « Non, j'ai horreur du bateau, cette affiche elle date du monde ancien, il faut que je l'enlève parce que j'ai horreur du bateau », vous avez tout faux. Mais si encore pire, vous rentrez en disant « Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui ?» je considère que c'est d'une grande banalité, je préfère ne rien dire que dire ça. Si en plus vous dites « Oh là là là, qu'est-ce qui faisait chaud aujourd'hui ?» à l'imparfait alors qu'il fait chaud maintenant, hein, c'est encore plus banal.
Donc tout ça, je le rejette et je cherche toujours à amener de l'originalité et m'imposer par un langage extrêmement direct qui peut paraître perturbant, mais c'est ce que je cherche, parce que je cherche à m'imposer. Et quand je cherche à m'imposer, c'est pour faire mon métier de renseignement. Et un métier de renseignement, il ne souffre pas, comme je vous l'ai dit, d'ambiguïté. Et si on ne veut pas d'ambiguïté, il faut être cash. Alors, justement, à propos d'être cash, Pascal demandait, bon, il a un responsable qualité qui dit 100 fois effectivement dans une présentation. Comment on lui dit d'arrêter de dire effectivement? Alors, il faut qu'il en prenne conscience. Pour qu'il en prenne conscience, il faut lui dire. Ensuite, la deuxième phase, c'est qu'on peut lui dire, et puis qu'il se dise dans sa boîte noire, et alors? C'est pas grave. D'autant plus qu'il entend des journalistes sportifs, il entend des journalistes et d'autres gens le dire en permanence. Ce qu'il faut arriver, c'est à se convaincre, nous, et à le convaincre lui, que ça peut avoir une importance dans la boîte noire des autres. Lisez l'article du Figaro qui est paru dimanche. Ça me fait plaisir qu'il soit paru dimanche parce que mon bouquin, il a déjà 6 mois et ma formation, elle a déjà presque 40 ans. Et aujourd'hui encore, il y a des journalistes qui se penchent là-dessus et qui se penchent sur ce type de termes en disant clairement exactement ce que je vous dis. Le risque, et c'est ça qu'il faut comprendre au directeur, c'est que le risque, c'est que vous perdiez certaines personnes qui se mettent, on ne sait pas pourquoi, à s'accrocher à un mot parce qu'elle l'irrite. Parce qu'elle l'irrite, elle ne voit plus que ça. Et elle trouve inconsciemment qu'il s'exprime mal. Elle va peut-être même le dire à la personne qui est à côté d'elle, ou pire encore, le dire aux autres par SMS. T'as vu, il n'arrête pas de dire effectivement, oh là là, mais qu'est-ce qu'il n'est pas clair. Oh mais là, qu'est-ce que... Oui, je vois un petit message sur l'article, je le ferai suivre. Oh mais qu'est-ce qu'il n'est pas clair. Et le pire, c'est le cheminement de pensée de ceux qui s'accrochent à ça et qui ne s'intéressent plus au fond. Le renseignement m'a appris que pour comprendre la situation d'une entreprise, comprendre le désarroi d'un chef d'entreprise qui est en difficulté dans son entreprise, il faut s'intéresser aux mots et à ce qu'il est en train de me dire. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et si en permanence les mots sont en contradiction avec ce qu'il me dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai pourtant suivi une formation en synergologie pour voir ce que c'est. J'ai compris que toute cette interprétation de ces mots qui n'ont rien à faire dans l'exposé ou du non-verbal, c'est un piège à spécialistes. Et je peux vous dire que même les spécialistes, pour avoir suivi des formations, ils se mélangent les pinceaux. Donc il faut lui faire comprendre que ça n'apporte rien, que c'est une pollution de langage et qu'il gagnera tout en fluidité, en compréhension, à essayer de comprendre pourquoi il a cette pollution de langage. Effectivement, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de convaincre, là encore? On va toujours répéter ça. Je connais par exemple une psychologue qui dit en permanence « je ne sais pas ». C'est dommage pour une psychologue de dire en permanence « je ne sais pas ». Imaginez les ravages que ça fait sur la boîte noire des personnes qu'elle est en train de conseiller et qu'elle est en train d'accompagner. Michel, il y avait une question et après on fera peut-être participer à des témoignages de gens qui peut-être ne croient pas en la boîte noire, mais la première question c'était pourquoi le terme boîte noire, puisque tu es très sensible aux mots, en quoi ce terme reflète ta pensée? Parce que comme je l'ai dit en introduction, on avait 24-26 ans, on n'était pas des thérapeutes, on n'était pas des psychologues, on n'était pas des coachs, on n'était pas des neurologues. Et on a vu auprès de nos collaborateurs qu'il y avait des blocages psychologiques, qu'il y avait des utilisations, mais il faut voir les blocages psychologiques qui est incroyable que l'on rencontrait. Je n'appelle pas cette entreprise. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il y a un an, ils ne m'ont pas répondu, donc je ne les appelle plus. Parce que je me suis fait envoyer bouler. Et ça me marque. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les postes de réclamation client. Voilà le mot que je cherche. Dans les postes de réclamation client où les gens, chez Bouygues par exemple, Télécom ou les centres d'appel, ils se prennent sans arrêt des agressions. Et à un moment, ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils fassent ce travail d'évacuation. On a appelé ça la boîte noire parce que nous, on n'était pas capable d'expliquer ce qu'il y avait dedans. Par contre, on était capable de voir comment ça se manifestait. Ça se manifestait par des blocages psychologiques. On n'avait pas du tout appris la PNL, on n'avait pas du tout appris d'autres formations.
On l'a fait entre nous et on a pris un raccourci pour que tout le monde comprenne, pour que ça aille vite. La boîte noire, tout le monde comprend que c'est quelque chose qui est là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des choses embêtantes, gênantes, qui engendrent des blocages psychologiques. Et on a pu vraiment travailler sur ces blocages psychologiques. On a pu voir que un mot de trop, je vous livre par exemple une technique, puisque vous êtes tous quelque part chefs d'entreprise. J'appelle Olivier Dussert, là, qui se gratte la tête, et je lui dis, Monsieur Dussert, je cherche à avoir des informations sur votre entreprise. Il va dire, moi, Monsieur Besson, je ne réponds jamais par téléphone. Donc, j'ai un refus. Et je vais lui dire, Monsieur Dussert, est-ce que ça vous intéresse si je vous lis déjà dans un premier temps ce que j'ai sur votre entreprise? Monsieur Dussert, qui vient de me dire, je ne réponds pas par téléphone. Sa boîte noire lui dit, voilà, il a quelque chose, il a des choses sur ton entreprise. Il va donc, inconsciemment, ça va très vite, le cheminement de pensée. Il va dire, bah, allez-y, je vous écoute. Et là, il est quasiment piégé. 2 heures après, je peux être avec Olivier, toujours en train de discuter sur cette société. En revanche, j'ai effectivement une fiche sur lui. Vous voyez, effectivement, là, il est utilisé à bon escient. J'ai effectivement une fiche sur lui, avec des données. Il a une entreprise de 150 personnes. Moi, j'ai une fiche où je n'ai que 20 personnes. Je vais dire à Olivier, je suis en train de lui relire ce que j'ai sur l'entreprise. Je dis, alors, Monsieur Dussert, votre effectif est toujours de 20 personnes. Et Monsieur Dussert, il a toujours eu 150 personnes. Et il va dire, mais non, mais qu'est-ce que vous racontez là? J'ai toujours eu 150 personnes. C'est quoi vos renseignements? Votre fiche, elle est fausse. Et boum, Olivier, qui est quelqu'un de charmant, qui en plus était plutôt enclin finalement à aller jusqu'au bout de cette lecture, me raccroche au nez, parce que ça l'a agacé. On a appris à nos collaborateurs à ne jamais n'existe pas, tomber dans ce genre de piège. J'ai une fiche, j'ai 20 salariés, je ne vais pas tomber dans le piège, je vais dire à Olivier, vous avez combien de salariés actuellement? 150. Et dans ma fiche, il y en a 20. Je me tais, j'ai passé mon temps, toute ma carrière, à faire à des gens. Taisez-vous, taisez-vous. Donc, je vois que ce n'est pas en concordance avec ma fiche. Ma fiche, elle n'est pas fausse. Si j'ai 20 salariés, c'est quelqu'un l'a écrit, c'est quelqu'un l'a eu à un moment donné. Pardon, juste, est-ce que je peux poser une question? Alors, tout à fait. Moyennant quoi, je pense qu'on a perdu Michel. Donc, si tu poses ta question maintenant, il y a une probabilité qu'il ne l'entende pas. Ou alors, on peut peut-être y répondre collectivement, je ne sais pas, Géraldine. Par rapport au contexte qu'on vient d'exposer, on a dit qu'on a quelqu'un, on lui dit non, je ne veux pas, j'ai des informations à vous donner, il dit je vous écoute. Si la première question que je lui pose, si la première phrase que je pose est une question, combien avez-vous de salariés, par définition, je n'ai pas d'infos, je viens vraiment les chercher. Donc, je suis un peu perdue là, sur le procédé. Ok, donc là, effectivement, il va falloir attendre que Michel revienne. Je pense néanmoins qu'il s'agit d'une trajectoire complète. Là, il extrait une phrase d'un ensemble de phrases qui sont posées. Et peut-être qu'il ne commence pas effectivement par la première question sur le nombre de salariés. Oui, je suis revenu. Ah, donc Michel, on a une question intéressante. Peut-être que tu peux la reposer. Oui, en fait, si tu veux, je me suis un peu perdue sur le procédé. Tu as dit, j'appelle un chef d'entreprise, je lui dis, bon, il ne veut pas me parler, je lui dis, j'ai des informations concernant votre société, il te dit, je vous écoute. Et là, tu nous dis, je ne vais pas tomber dans le piège de lui dire ce que j'ai, je vais lui poser la question, combien avez-vous de salariés? Mais donc, du coup, si tu veux, je suis un peu perdue sur le procédé qui veut que je vienne lui livrer des informations, mais qu'en fait, je commence par lui poser des questions. Oui, tout à fait raison. Quand je vais aller voir Olivier, je vais bien sûr lui lire des informations dans un premier temps pour rassurer sa boîte noire. Je vais lui dire des grandes banalités que l'on trouve sur son extrait cabis et sur ses statuts. Je vais lui dire, voilà, vous avez été créé à telle et telle époque. Oui, c'est pas faux parce que j'ai le cabis devant moi. Vous faites telle activité. Il va me dire oui, effectivement. Je vais lui dire, ça concerne quel type de client? Il va commencer à me dire, bah, c'est plutôt des grosses entreprises, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez me donner des références? Et là, il risque de me sortir des noms. Et puis, en revanche, si moi je lui dis, vous travaillez toujours avec la société Dupont et qu'il n'a jamais travaillé avec la société Dupont, c'est là que je risque d'avoir, à un moment donné, de le perdre parce que ça l'agace, parce qu'il voit que ma fiche est fausse. Donc, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je vais lui dire, par exemple, vous travaillez toujours avec la BNP. Là, je vais lui tendre la perche parce que la BNP, c'est là où il a déposé son capital social lors de la création
son entreprise, c'est sur les statuts. Je suis sûr de ne pas me tromper. Lui, dans sa boîte noire, il va dire, mais s'il connaît ma banque, parce qu'il ne sait pas, il ne se rappelle plus que c'est une information publique dans les statuts, il va dire oui, effectivement, et sa boîte noire va lui dire, mais c'est vraiment un pro, parce que pour qu'il connaisse ta banque, c'est que j'ai vraiment affaire à un professionnel. Il va dire, oui, je travaille toujours avec la BNP. Est-ce que vous avez d'autres banques? Et là, je me tais. Et il va me dire, oui, je travaille aussi avec la Société Générale, la Caisse d'épargne. Quelle est la principale? Et si à un moment donné, je lui dis, et vous avez toujours eu une vingtaine de salariés, alors qu'il en avait toujours eu 150, l'effectif, je ne peux pas en être sûr, parce que j'ai rien qui me dise que c'est valable. L'information de 20 salariés, elle a pu être valable à un moment donné, mais elle peut ne plus être valable aujourd'hui. Donc, je vais plutôt lui dire, Monsieur Dussert, combien vous avez de personnes aujourd'hui? Il me dit 150, j'en ai 20 sur ma fiche, je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur. Depuis quand vous avez 150 salariés? Depuis 3 ans, depuis que j'ai racheté la société Tartampion. Donc, en fait, si tu veux, excuse-moi, mais c'est juste pour préciser, c'est que tu pars sur des affirmations pour, en fait, tu soutirer, tu lui extorques le fait qu'il va répondre à des questions alors qu'il ne voulait pas au départ, à condition qu'il ait glissé dans l'ascenseur. Alors, justement, j'essaie de surtout pas de le mettre dans un ascenseur. Je le rassure en lisant des informations qui existent publiquement, et ensuite en l'amenant petit à petit à se rassurer, à se dévoiler. Quand je lui parlais de son activité elle est sur son site internet, mais ses clients ne sont pas forcément sur son site internet, donc je lui ai demandé des références. Si des références, vous comprenez bien que s'il me dit je travaille avec des grands comptes, ça ne m'intéresse pas, ce qu'il me faut c'est des noms. Et s'il me dit je travaille avec AXA, ça m'intéresse. Et depuis quand? Et ça devient intéressant parce que moi je peux aussi derrière questionner AXA pour avoir des références sur son entreprise. D'accord. Oui, Olivier, ton micro. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement une approche qui consistait à être direct et à poser des questions, le pourquoi. Et tu as dit aussi qu'il y avait mais tu n'as pas développé la possibilité de faire de la reformulation. C'est-à-dire que là, tu viens de donner un exemple. Vous travaillez avec des grands comptes, lesquels? Mais est-ce que si on reformule en disant, si je comprends bien, vous travaillez avec des grands comptes, est-ce que l'interlocuteur ne va pas aussi répondre? Oui, bien sûr. Moi, je préfère. Technique plus facile, peut-être, qui paraît moins intrusive en tout cas. Testez-le. Moi, je préfère 100 fois. Je travaille avec des grands comptes, c'est-à-dire, ça va vite. Toi, tu vas parler vite. Si je commence à faire une formule, alors je n'ai jamais remis en cause la reformulation. Mais la reformulation, pour moi, elle vient plus en synthèse à la fin, pour être sûr de s'être bien compris et que je n'ai pas fait d'erreur. Mais quand je suis dans le flou, dans le feu du sujet, dans le feu de l'action, et que je suis en train de discuter avec toi, je préférerais 100 fois pourquoi je me tais, c'est-à-dire je me tais. Et après, quand tu vas me dire, c'est-à-dire, j'ai rencontré des difficultés en 2021 à cause du Covid, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire, il m'a empêché de, c'est-à-dire, et là je ne dis plus rien, je te laisse parler parce que je veux que tu ailles jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça va peut-être être, et finalement, effectivement, en 2020, on a fait une perte. De combien? Plus importante que l'année 2021, c'est-à-dire, ça va être tout le temps comme ça. Et la reformulation me parlait à ce moment-là, quelque chose de trop long qui te permet de réfléchir et pourquoi pas, parce que ça va très très vite les boîtes noires, et de réfléchir et de dire, mais finalement, je vous avais dit que je ne vous répondais pas, ça fait une demi-heure qu'on est au téléphone ensemble, écoutez monsieur, là maintenant, on va trop loin dans le questionnement, il faut que ça aille vite. Et il faut que moi, pour ne pas me mettre dans un ascenseur et pour pas que ta boîte noire ait l'impression que je suis hésitant, en te disant à un moment donné, blocage psychologique, ça se traduit par quoi? Ça fait une demi-heure qu'on discute, et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, tu as certains collaborateurs qui disent, monsieur Dussert, je vois que vous ne publiez pas vos bilans, est-ce que ce serait possible éventuellement, si ce n'est pas trop vous demander, d'avoir un ordre d'idée de votre chiffre d'affaires? Il y en a d'autres qui vont dire, monsieur Dussert, est-ce que je peux avoir immédiatement par mail la copie de votre dernier bilan? Il y en a un qui me fait un énorme blocage. Or, celui qui fait un énorme blocage, parce qu'il fait un blocage, il se met dans un ascenseur, parce qu'il fait dans un ascenseur, il se met en boîte noire, parce qu'il se met en boîte noire, il s'exprime mal ou il ne pose pas la question du tout. Et parce qu'il s'exprime mal, il va induire dans ta boîte noire qu'il est en train de te poser une question qui est délicate. Et parce qu'il est en train d'induire dans ta boîte noire qu'elle est délicate, toi, ça va réveiller quelque chose et tu vas dire, attendez, là,
non, non, moi je ne publie pas mes bilans, je ne communique pas sur mon chiffre d'affaires. Si c'est dans la foulée en disant, et qu'est-ce que vous avez comme référence client? Je travaille avec Axta. Qu'est-ce que vous avez fait en 2020 comme chiffre d'affaires? Sans jamais montrer que je fais un blocage psychologique, sans montrer que le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de plus confidentiel pour toi, pour moi, que Axta, que le nom du client. Finalement, un nom de client est parfois plus confidentiel que le nom que le chiffre d'affaires. Et il faut que ça aille vite pour qu'il n'y ait pas de blocage psychologique de l'un ou de l'autre. Je réponds, Olivier? Oui, oui, tu as parfaitement répondu, merci. Merci. Je pense que Sophie avait une question, parce qu'elle a levé la main. C'était juste une idée. Parfois, le pourquoi, il peut être un peu, comment dire, investigateur ou accusateur. Moi, j'avais pris l'habitude de dire en quoi, ce qui va plus, voilà, c'était une idée comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Michel, d'utiliser en quoi plutôt que pourquoi. Moi, je n'impose rien et je n'ai pas tout testé. Je ne pense pas dans ma carrière avoir testé en quoi plus particulièrement que pourquoi, c'est-à-dire. Mais je n'ai jamais remis en cause pourquoi et c'est-à-dire. Ce qui est plus important, c'est que si toi tu te sens bien dans en quoi, est-ce que derrière tu fais la question et la réponse, ça c'est beaucoup plus gênant. Et si tu dis en quoi l'année 2022 a été une année difficile, c'est encore à cause du Covid. Ah, ça c'est pas une bonne question. Si on te dit l'année 2002 a été une année difficile, en quoi? Il ne me semble pas que ça s'éloigne beaucoup de pourquoi ou c'est-à-dire. Tu sais, une fois que tu as des formules qui fonctionnent, qui sont incisives, très intéressantes, ben c'est pourquoi les remettre en cause, pourquoi aller en inventer toute une multitude. Merci Michel. Encore peut-être une ou deux questions et puis ce sera l'heure de notre déjeuner. Peut-être un témoignage de quelqu'un qui croit en la boîte noire ou à l'inverse qui n'y croit pas, en fonction des volontaires et participants. J'ai quelques... Il y a Philippe. Alors Philippe, peux-tu te manifester? Philippe est censuré. Oui, c'est censure, oui, s'auto-censure. Ton micro est éteint, Philippe. Effectivement. Ouais, c'est bon là? Oui. Ouais. Tout le monde m'entend? Oui, voilà. Alors, moi, je suis évidemment d'accord avec Michel sur l'histoire de la boîte noire. La boîte noire, c'est clair, hein, on l'a depuis qu'on est tout petit. Et on est toutes nos idées, nos fausses idées, les choses qui nous arrêtent sont ancrées là-dedans. Et effectivement, ça nous bloque. Moi, aujourd'hui, je fonctionne plus avec ça. Je pose des questions directes. Je parle aussi au présent. Et c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus entraînant. Et les gens aiment ça. Et c'est vrai, quand Michel dit que, ah ouais, en fait, c'est les gens qui viennent vers nous, du coup. Et ça, c'est vachement plus fort. Et c'est comme le silence. Quand on écoute les gens et qu'on dit rien, à un moment donné, ils viennent vers vous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et je dis, ben, je vais te dire ce que j'en pense. Et là, boum, 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 on est vachement plus puissant, vachement plus efficace. Et c'est vachement mieux, quoi. Donc, ça, c'est top. Mais la boîte noire, évidemment qu'on l'a. Tout le monde l'a. Merci Philippe de ce témoignage motivé. Et alors, est-ce qu'on a un témoignage du camp qui pense que on n'a pas de boîte noire? Il y a peut-être non pas sur la boîte noire elle-même, mais sur des choses qui seraient, disons, discutables. Par exemple, le fait que comme on n'est pas des spécialistes du non-verbal, le non-verbal devrait être mis de côté. Voilà, ça pourrait être un sujet de polémique et d'ouverture sur des expertises à venir, je ne sais pas. Est-ce qu'un ou une participante veut bien témoigner avant qu'on clôture? Ah, qui? Alain. Alain. Ouais, moi je veux bien juste répondre. Je m'intéresse à votre groupe, à Synapse et à tout ça, un peu centré sur ces grands sujets. J'ai vu Michel à Grenoble, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre du G5, sur une expertise.
Et tous ces sujets, en fait, pour moi, ça va ensemble. Le biais cognitif, la boîte noire, le machin, le truc. Et c'est vrai que quand on n'est pas initialement formé sur ces choses-là, ça peut être compliqué. C'est très source de confusion, je trouve. Il y a beaucoup de sujets qui sont très proches les uns des autres et sur lesquels on peut s'en mêler les doigts de pied assez facilement. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, d'essayer de les creuser un petit peu. J'avoue avoir beaucoup de mal à faire le tri. Tout à l'heure, il a été dit la différence entre la boîte noire, entre le vocabulaire inutile, les circonvolutions superfétatoires, etc. J'ai souvent, face à certains gens de mon équipe, à qui je veux laisser une ère de liberté, tout en suivant quand même ce qu'ils font. Donc, comment on délègue tout en gardant de l'autorité dessus, c'est des arbitrages qui ne sont pas toujours très simples, sur un directeur commercial, là, en l'occurrence, dans une entreprise de 200 personnes. Comment on laisse le mou, mais en prenant des principes de précaution pour éviter que l'autre se braque, parce que dans la hiérarchie, il ne faut pas faire le boulot à la place des autres. Donc, tout ça, on voit bien que ces principes de précaution, ils peuvent parfois être des parades à une difficulté relationnelle ou à une crainte. Et la boîte noire se met au milieu de tout ça. Voilà. Donc, je trouve que c'est des principes qui sont difficiles à décortiquer. C'est ça la remarque que je voulais faire. Merci Alain. Je pense que Florence, on va laisser à Michel le mot d'avant-fin avant que tu nous clôtures la séance. Oui, en mot de la fin, par rapport à ce qui est dit, d'abord, ne pas extrapoler, il faut se focaliser sur les mots, attendre que les autres viennent nous voir, c'est un très très grand confort. Il faut imaginer que c'est vraiment quelque chose de très sympathique parce que vous êtes à table avec des dirigeants, tout le monde parle, tout le monde... Souvent, quand on est dans des clubs d'affaires, ben, c'est pour faire des affaires. Et puis vous faites oublier, et à un moment donné, quelqu'un vous dit, vous, monsieur, on ne vous a pas entendu. Oui, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je fais de l'information économique financière. Vous avez 3-4 qui vont vous dire, ça m'intéresse, donnez voir votre carte. Si au moment où vous êtes à table, vous dites, tiens, en fait, je fais de l'information économique et financière, ça intéresse certains d'entre vous, boum, les gens se braquent, se mettent en boîte noire, en se disant, lui, il est venu pour vendre sa sauce. Donc, c'est un très, 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 très grand confort. Et Alain, on peut pas, on l'a vu nous très nettement, on peut pas aborder tous les sujets en même temps. Si on est vraiment convaincu que quelqu'un fait un blocage psychologique sur quelque chose de très précis, on va travailler que ça, on va pas lui faire travailler tout à la fois. Et si on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui se débrouille finalement pas mal, et ben, comme le DRH, on va lui chasser assez facilement finalement son mot de trop ou son imposition de langage. Et il ne faut pas vouloir tout prendre en même temps parce que c'est perdu d'avance. Il faut travailler étape par étape. Merci Michel pour cette expertise tout à fait éclairante. Florence, la prochaine session sera donc, tu nous rappelles? Donc, la prochaine session, merci Tanguy, sera mardi 28 juin, si je ne m'abuse, le dernier mardi de juin. Même horaire, 11h, 12h30, même lien Zoom, et ce sera avec Mireille Barrault qui nous parlera de la perception du temps et de l'état de flow. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain. Et en attendant, passez une bonne journée. On vous souhaite un bon appétit et on vous envoie le replay avec, je pense, la présentation de Michel. Tu nous feras suivre tes slides et le lien vers l'article dont Michel vous a parlé. On vous envoie le package dès que la vidéo a été traitée, donc dans l'après-midi ou demain ou plus tard. Voilà. Très heureux. Merci de votre attention. Merci de votre participation. Merci à toutes et à tous. Merci à bientôt. Beaucoup, Michel. À merci. bientôt. Merci. Bon appétit. Merci Florence. Ouais, portez-vous bien. Ouais.